Alors pour une fois, l'ambiance était plus sympa sur la piste que dans les tribunes, qui est un petit peu inhabituel à Mexico. Vous l'avez compris, on débriefe le Grand Prix de ce week-end dans un décor inhabituel. C'est parti. Alors je voulais directement rentrer dans le vif du sujet, on va parler de Sergio Pérez et de l'incident du premier virage. Avant ça, je voulais faire un petit point rapide sur Pérez et une petite statistique qui fait très mal. 105 points marqués sur les 5 premiers Grands Prix de la saison, 21 sur les 5 derniers. 105, 21. 4 podiums, dont 2 victoires, 0 podium. C'est dur. Alors ce premier virage qui s'est pas super bien passé pour Sergio Pérez, ni d'ailleurs pour Charles Leclerc qui s'est fait prendre en sandwich. On voit sur cette première image que effectivement on pouvait pas trop continuer. Du côté de Pérez, on comprend pourquoi il y a eu abandon. Le sidepods complètement arraché sur les côtés, sûrement beaucoup de dommages aussi sur le plancher de la voiture. Bref, ça ne pouvait pas continuer pour Sergio Pérez. Mais la question c'est comment on en arrive à cette situation. La réponse est simple, l'excellent départ des Red Bull. Pourquoi? Parce que elles étaient pas devant tout simplement et verrouiller une première ligne à Mexico City comme l'a fait Ferrari ce week-end, c'était pas forcément la meilleure des possibilités pour vous au départ. On le sait, le Mexique, il y a quand même quasiment 700 mètres, je crois même un peu plus de 700 mètres jusqu'au premier virage. Potentiellement, vous savez qu'au départ, vous allez vous faire bouffer par tout le monde derrière vous. Donc clairement, la pole au Mexique, pas vraiment la meilleure des solutions. En plus de ça, les Red Bull prennent un super départ alors que les Ferrari, c'était un petit peu plus compliqué. On l'a vu en plus sur le on-board de Charles Leclerc, le moteur est tombé très bas en régime, ensuite il y a eu beaucoup de patinage, enfin bref. Du coup, les deux Red Bull se retrouvent très vite à hauteur de Charles Leclerc, de part et d'autre du monégasque jusqu'au premier virage, et forcément ça se passe mal. Donc là on voit le on-board de Pérez, très belle inspiration prise par le Mexicain, d'abord derrière son coéquipier Verstappen, ensuite il se décale pour choper celle de Charles Leclerc qui est encore à ce moment-là un petit peu en avance par rapport au néerlandais. Voilà l'aspiration donc prise par Pérez, et on se retrouve donc au premier virage, les trois sont côte à côte, et malheureusement Pérez tourne trop tôt dans le virage. Alors c'est une erreur d'appréciation qui peut être compréhensible parce que c'est compliqué de jauger, d'autant que Verstappen de son côté élargit un petit peu pour arrondir un peu son virage et quand même s'ouvrir quelques possibilités parce que sinon en sortie ça va être compliqué. Et de l'autre côté, Leclerc il peut vraiment rien faire, il est entre les deux. Pérez, je pense, c'est quand même lui le plus fautif de l'histoire, puisque Verstappen, lui, au final, il sait qu'il y a encore beaucoup de place à gauche, il s'élargit juste un petit peu pour prendre son virage, c'est assez normal. Leclerc, lui, il peut carrément rien faire, c'est vraiment le dindon de la farce, clairement, dans cette action. Et Pérez, lui, je pense qu'il a peur de ne pas pouvoir prendre ce virage et de se faire reprendre par un petit peu tout le monde en ouvrant trop son virage. Du coup, il tourne un petit peu tôt, trop tôt, clairement, puisque Leclerc est encore là. Alors la justification en interview, pour moi, elle est lunaire. Enfin, dire à tout le monde que c'est une action que tu ne regrettes pas du tout, parce que Leclerc, de toute façon, pour toi, c'est sûr, il allait freiner bien plus tôt et te le laisser passer. Pour quelle raison? On bat les couilles, frère. La lecture est très bonne de la part des trois pilotes dans la cool room. Hamilton le dit, Pérez a fait la même chose que moi au Qatar, sachant que Hamilton avait reconnu être fautif à 100% au Qatar. Donc, meilleure lecture, je pense, d'Hamilton sur son départ au Qatar que de Pérez sur son départ ici. Gros soutien de la part d'Helmut Marko, ce qui est assez surprenant parce que pour l'instant, c'était plutôt Horner qui soutenait Pérez et pas trop Marko dans les médias qui lui mettaient plutôt beaucoup la pression. Sergio a un contrat pour 2024 et nous allons l'honorer. Tout est clair pour l'année prochaine. Hier, tout était très bien jusqu'au premier virage et je suis convaincu qu'il aurait été sur le podium. Jusqu'à présent, Checo avait tout fait correctement ce week-end et il a essayé dès le début de la course et nous ne pouvons pas lui en vouloir. C'est une action qui est un petit peu dommage pour Pérez et qui fait un petit peu mal à voir. Surtout quand cet homme, Daniel Ricciardo, réalise le meilleur week-end de l'année d'AlphaTauri avec le meilleur résultat de l'équipe cette saison, une 7e place, beaucoup de points engrangés qui font du bien à AlphaTauri. J'ai toujours pas compris pourquoi les AlphaTauri étaient aussi rapides ce week-end. Alors en qualif, on peut se dire oui, Q1, Q2, Tsunoda qui lui donne l'aspiration dans la ligne droite, donc ça lui fait forcément gagner beaucoup. Tsunoda qui partait des stands de toute façon, donc il pouvait vraiment jouer le jeu de l'équipe à 100%. Donc on se dit ok, pourquoi pas. Q3, il fait P4 le frérot, P4. Sans aspi du coup, parce qu'il n'y avait pas Tsunoda pour jouer le jeu de l'aspiration. Le lendemain, il tient le rythme des leaders devant. Impressionnant la performance de Ricciardo ce week-end. Alors, on va parler un petit peu remplacement. Est-ce que Daniel Ricciardo peut effectivement prétendre à se baquer Red Bull dès 2024? On en a déjà parlé sur la chaîne un petit peu plus tôt cette saison. Je pense pas encore aujourd'hui que Ricciardo est assez prouvé pour monter dans ce baquet. Et je pense que c'est encore trop risqué. Faut pas oublier que Ricciardo, il sort de 4 saisons, enfin 2 saisons chez McLaren qui sont catastrophiques. Et on pourrait argumenter sur les 2 saisons chez Renault avant. Donc 4 saisons très moyennes. Honnêtement, une course et une belle perf ne va pas tout d'un coup effacer 4 ans de galère pour moi. Mais
effectivement, on peut de plus en plus se poser la question, et si Ricciardo performe comme ça jusqu'à la fin de saison, est-ce qu'on se pose la question du côté de Red Bull? Peut-être, s'ils continuent avec Perez, ils prennent le risque que Perez continue de ne pas fonctionner dans la Red Bull, mais en même temps, qu'est-ce qui les empêche de changer en milieu de saison? Et je pense que ce serait ça, finalement, la meilleure solution pour Red Bull, c'est de rester comme ils sont à l'heure actuelle pour 2024, et si jamais ça continue de pas marcher, on change avec Ricciardo en milieu de saison. De toute façon, c'est la spécialité de Red Bull, donc je vois pas le problème. Ricciardo, effectivement, des belles manœuvres, et jusque tout début de course, il était dans le mix, il se faisait pas doubler, il était ultra rapide, donc vraiment très grosse perf de Daniel Ricciardo, qui se rapproche de plus en plus d'un baquet Red Bull l'année prochaine. Alors je voulais parler un petit peu de Lando Norris, puisqu'il a fait une excellente course, vraiment une des plus belles performances qu'il nous offre cette saison. Alors ça partait très loin pour Lando Norris, 17ème sur la grille. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait piéger un petit peu en qualification. Sur ces 3 tours, je crois qu'il a eu qu'une tentative qu'il pouvait vraiment emmener jusqu'au bout, et malheureusement sur cette tentative, il s'est loupé, blocage de roue, ça tire tout droit, et forcément tour avorté. Les 2 autres tentatives, il y en a une où il y a le drapeau jaune d'Alonso, et l'autre je sais pas ce qui s'est passé, peut-être du trafic, mais en tout cas pas le temps de signer un chrono pour Norris qui se retrouve dernier sur la grille. Alors au final il s'élance 17ème avec tous les pilotes qui partent des stands. Derrière, il s'arrête pour mettre les médiums à la safety car et non pas pendant le red flag. Donc il change de gomme pour des médiums en même temps que Verstappen. Arrêt un petit peu gratuit pour tous ces pilotes. Et repart avec des pneus neufs, ce qui est important puisque les Mercedes par exemple étaient en médium rodé. Donc on gagne un petit peu en performance. Mais honnêtement, moi je pensais pas du tout que les médiums allaient tenir. Mais effectivement, une piste qui s'était gommée, qui était plus propre. Et au final, la gomme, elle a tenu jusqu'au bout. Alors même chez Ferrari, on s'attendait à un drop de performance du côté des pneus médiums. Et on se disait, vous inquiétez pas frérot, on va rester en dur, on va garder de la performance jusqu'au bout. Et on finira par être plus rapide et pouvoir les doubler. Au final, que nenni, 0 drop de performance. 0. C'est pas mal, hein, ça en va. Ultra rapide, que ce soit Hamilton ou Norris. Alors pourtant, ça partait assez mal pour Norris, puisqu'il a vécu un départ un petit peu compliqué, notamment le deuxième restart. On voit là, il était enfermé entre 2 pilotes, donc du coup, ça allait partir au crash sûrement. Il a dû relâcher malheureusement et perdre beaucoup de positions. Mais derrière ça, il était avion, vraiment grosse vitesse. Il a doublé Piastri, qu'il a laissé passer clairement parce qu'il y avait une différence de rythme qui était énorme. Et derrière ça, il est allé chercher Ricciardo et Russell avec des dépassements d'anthologie. Vraiment, il a su parfaitement se positionner à l'extérieur sur Ricciardo. Il le fait un virage plus tard sur Russell avec à chaque fois un positionnement très intelligent de la part du Britannique. Donc vraiment une superbe course et surtout un super 3e relais pour Norris. Bravo frérot. Rapidement, je voulais parler du crash de Magnussen, vraiment très impressionnant, qui nous a fait très peur. Avant ça, petite alerte déjà dans le dernier virage au tour précédent, enfin en fin de tour précédent. Derrière, forcément, là on est en on-board avec Kevin Magnussen, bris de suspension. Alors on l'a pas vu tout de suite, au début on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Magnussen, volant braqué à droite, la voiture aille complètement à gauche? J'ai glissé, chef. C'est un petit peu bizarre parce que le circuit de Mexico, il n'est pas forcément ultra bosselé. Les vibreurs sont pas forcément les plus agressifs de la saison. Donc c'est un petit peu bizarre de voir ça. Alors du côté de Haas, on n'est pas capable de vraiment donner une raison à cette casse de suspension. On va analyser du côté de Haas pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur cette suspension. Peut-être qu'il y a eu un contact au départ qu'on n'a pas vu à la réalisation internationale. C'est possible, mais en tout cas, c'est quand même assez surprenant de voir ça et ça nous a fait un petit peu peur parce que ça tapait très fort. Magnussen a cogné ses mains dans le cockpit aussi, donc c'est pour ça qu'on l'a vu un petit peu secouer ses mains à la sortie de voiture. Mais la voiture complètement détruite dans les Tech Pro, forcément safety car qui se transforme ensuite en red flag. Et on va voir le red flag qui n'a pas forcément aidé tout le monde, mais en tout cas content de le voir sortir en un morceau parce que franchement ça a tapé très fort. Alors maintenant, je vais vous parler du week-end solide de Charles Leclerc et de Ferrari en général. Déjà, le Monégasque réalise la pole le samedi. Très belle performance de la part des 2 Ferrari qui verrouillent la première ligne. C'était la première fois depuis Monaco en 2022. Donc mine de rien, ça commence à remonter un petit peu. Charles Leclerc, sur son premier relais, il est avion. Vraiment, c'est un des pilotes les plus rapides en piste. Sur les médiums, la Ferrari tenait extrêmement bien sa gomme, notamment avec un aileron avant cassé. Alors, analyse très intéressante de Jacques Villeneuve sur Canal qui disait que effectivement, des fois, des voitures sont plus rapides avec des morceaux en moins. Alors, la principale raison qu'on peut aborder, c'est
c'était la surchauffe des gommes arrière qui était vraiment le problème numéro 1 pour tous les pilotes à Mexico, notamment le dernier secteur avec beaucoup de virages lents, beaucoup de traction. On a tendance à pas mal survirer et donc à surchauffer ses pneumatiques arrière. Et forcément, si on enlève un petit peu d'appui aérodynamique à l'avant avec un aileron avant endommagé, on rend une voiture un petit peu plus sous-vireuse, qui est donc forcément un peu moins survireuse, et potentiellement on tient un petit peu mieux la gomme arrière. En tout cas, ça marchait super bien. Je sais pas si c'est ça, forcément. En tout cas, Fred Vasseur avait pas l'air trop de cet avis. Clairement, au micro-canal à l'arrivée, il était en mode frérot. Non, on perdait 4 dixièmes au tour. Je pense pas qu'il perdait 4 dixièmes au tour, parce que sinon ça voulait dire que Charles Leclerc était de loin le plus rapide en piste. Un petit peu surprenant quand même, parce que si c'est 4 dixièmes de perdu au tour, sachant que Leclerc était une seconde plus vite que Sainz sur la même gomme, ça voulait dire que Leclerc était une seconde, presque une seconde et demie plus vite au tour que son coéquipier. Alors soit Sainz, il avait oublié de passer la deuxième, soit clairement Charles Leclerc, il était en mode champion du monde 2024 dans sa voiture. Bon alors en tout cas, premier relais des enfers pour Charles Leclerc au volant de sa Ferrari, qui tient sa gomme beaucoup plus longtemps que tout le monde et va l'amener plus loin, puisqu'il s'arrête au tour 31, soit quelques tours après Hamilton et Verstappen. Il se retrouve alors sur la gomme dure, avec potentiellement à la fin de la course un pneumatique plus frais et plus performant que ses adversaires. Donc finalement, il est plutôt dans la bonne stratégie à ce moment-là, sauf que un tour plus tard, crash de Magnussen, du coup arrêt gratuit pour Verstappen qui ressort largement en tête. Ouais, j'ai envie de crever! Là, clairement, Verstappen, il a eu une chance énorme. Mais en tout cas, les Ferrari, de toute façon, je pense, n'avaient pas le rythme pour tenir les Red Bull et les Mercedes sur le deuxième relais. D'autant plus que Hamilton était en médium, et on l'a vu avec Norris, les médiums ont super bien tenu, et les pilotes chaussés de cette gomme étaient avions toute la fin de la course. Donc voilà, au final, pas grand chose à faire pour Leclerc, qui termine 3ème, ça reste un podium et de beaux points. Donc plutôt une belle performance, honnêtement, de Leclerc sur le global, qui s'est fait huer sur le podium et à l'arrivée en parc fermé, et pas qu'un peu, clairement, par tout le public mexicain. Alors, la Formule 1 est un sport qui est de plus en plus regardé. Pour notre bonheur à tous, en tant que fan de F1, on est très content de voir la Formule 1 enfin percer aux yeux du grand public, quand pendant de nombreuses années, on était comme trois cons autour d'une télé en train de regarder notre sport entre puristes. Donc, tout le monde connaissait la Formule 1, tout le monde était fan de F1, alors que maintenant, forcément, c'est un sport qui est plus populaire, plus regardé, et donc il y a forcément des fans moins au courant et avec moins de connaissances qui regardent les Grands Prix tous les week-ends. Donc forcément, quand il y a un incident un petit peu compliqué à juger comme celui du premier virage, qu'en plus de ça, vous rajoutez que vous êtes au Mexique, et que tous les Mexicains n'ont Dieu que pour Sergio Pérez, bien entendu, vous obtenez un cocktail de gens très subjectif sur ce sujet et qui donc se mettent à huer Charles Leclerc en piste. Alors ça, bon, on l'a malheureusement vu plein de fois en F1 et dans tous les sports d'ailleurs. C'est pas très intelligent. Là, la situation elle est un petit peu différente. C'est juste que tous les Mexicains ont tenu pour responsable Charles Leclerc dans cet incident, ce qui est pas du tout le cas. C'est même plutôt Pérez, on l'a vu, qui est responsable. D'ailleurs, Leclerc ne pouvait strictement rien faire, donc vraiment dommage. Je vais même pas parler du fait que ça s'est tapé dans les tribunes pour une raison que j'ignore totalement. Alors je sais pas si vous connaissez la raison, mais si c'est le cas, dites-la moi en commentaire. Mais ça s'est juste frappé dans les tribunes parce que tout le monde était frustré, j'ai pas compris. Je sais même pas si c'était deux fans différents, enfin deux fans de pilotes ou d'équipes différentes. C'est catastrophique, honnêtement. Vraiment une des pires choses qu'on peut voir, des bastons dans les tribunes. S'il vous plaît, ne transformez pas la Formule 1 en foot. S'il vous plaît. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le Grand Prix du Brésil. Potentiellement en live sur Twitch, potentiellement sur un format vidéo un petit peu plus classique comme on a l'habitude de faire chaque semaine. Je sais pas encore, on verra. Je vous préviendrai de toute façon sur Instagram. Donc suivez-moi là-bas, suivez-moi aussi sur TikTok et en shorts sur YouTube. Abonnez-vous aussi à la chaîne Twitch, potentiellement ça pourrait servir pour l'avenir. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, lâchez un commentaire, etc. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine. Portez-vous bien, ciao ciao.